Salut, bonne année à tous. Donc, on se retrouve en ce début d'année pour voir trois actions que je compte acheter très prochainement, soit parce qu'elles sont à leur valeur juste ou elles sont vraiment très proches. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, je fais juste partager ce que moi personnellement je fais. Donc, avant d'investir, veuillez au minimum étudier l'action avant de l'acheter. Donc, la première action, c'est ResMed. Je pense que j'ai déjà parlé dans ma chaîne. Fonds ResMed, c'est un leader mondial des solutions pour les troubles respiratoires du sommeil, apnée du sommeil ou les maladies plus respiratoires chroniques qu'on appelle le BPCO ou également le MPOC. Dans le fond, ils vont se spécialiser ils vont avoir trois segments de leur business. Il va y avoir la vente de CPAP qu'on appelle également le APAP. Et le BiPAP, ça va être des appareils de ventilation qui vont être non invasifs pour les patients, soit qui sont atteints de MPOC ou des apnées du sommeil. Donc cela, ça va représenter 52% de leur chiffre d'affaires. Par la suite, le deuxième segment, ça va être la vente des masques pour ces appareils CPAP et BiPAP. Dans le fond, ça va représenter 35% du chiffre d'affaires. Et le troisième segment, ça va être le logiciel cloud et data. Passion, c'est le AirView puis MyAir qui va représenter 13%. Ça va être bien évidemment des abonnements à ces logiciels. Donc, son modèle économique est très simple à comprendre. Ça va être vraiment, c'est de la récurrence très élevée car les patients vont utiliser leur appareil à chaque nuit et le masque qu'on va utiliser pour les BiPAP et les CPAP, dans le fond, va être quand même changé aux 3 à 6 mois maximum et les machines vont être renouvelées aux 4-6 ans. Donc, son modèle va être très proche. En fait, ça va être vraiment le modèle rasoir lame. Ici, ça veut dire qu'ils vont vendre non seulement le rasoir, puis par la suite, ils vont vendre les lames qui vont changer. Bien évidemment, le rasoir ici, ça va être les machines BiPAP et les lames, ça va être les masques qu'on va aller racheter aux 3 à 6 mois. Puis l'autre ce qui est important, ça va être vraiment le data et le cloud. Ça va être des données des patients qui vont être collectées en continu car ça va être directement connecté à l'appareil des patients qui vont être utilisés par les médecins ou les assureurs ainsi que les prestataires de soins à domicile. Ça va créer comme un lock-in opérationnel. Dans le fond, juste penser au lock-in que va utiliser par exemple Apple avec son macOS. Dans le fond, une fois que c'est capté à l'intérieur, ça va être quand même vraiment difficile d'en ressortir à moins de changer d'appareil. Ça va être vraiment quelque chose de coûteux, aller racheter tout un autre appareil et s'y réhabituer. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Ça va être vraiment un de ses avantages concurrentiels de cette entreprise. Maintenant, pourquoi ResMed et pas un autre de ses concurrents? Parce qu'il y a également Philips qui va faire le même qui va produire également des appareils dédiés pour les personnes qui vont avoir des apnées du sommeil et des troubles maladies respiratoires comme le MPOC par exemple. Dans le fond, ça va être Philips, ça va être beaucoup plus diversifié, mais bon, il y a quelques années en arrière, il y a eu vraiment un énorme scandale sur l'entreprise et elle a été interdite de vente par la FDA au niveau des États-Unis. Donc depuis, ResMed a vraiment explosé au niveau de ses ventes. Il a pris toutes les ventes de Philips. Donc maintenant, on va voir parce que cette entreprise ResMed elle a un écosystème data et cloud qui va être vraiment clé car les plateformes logicielles vont être très intégrées à ces machines. Dans le fond, avec le suivi qui va être fait, ça va être crucial pour les remboursements des clients. Aucun concurrent n'a un écosystème data aussi mature. C'est clair, c'est vraiment le seul qui a un écosystème data vraiment aussi mature parce que dans le fond, il va représenter 26 millions d'appareils cloud qui vont être connectés, 28 millions de patients dans AirView, 8,3 millions d'utilisateurs MyAir et ça représente 150 millions de comptes dans les logiciels de soins résidentiels. C'est vraiment énorme. Aucun des deux autres grands concurrents de ResMed n'a un écosystème aussi développé. L'autre avantage concurrentiel que va avoir, ça va être le switching cost élevé que j'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo. Donc ça va être un patient va se retrouver s'il veut changer de fournisseur. Il faut complètement qu'il change les appareils car les masques, par exemple, qu'il détient ou qu'il va en racheter ne vont pas concorder avec la machine
qu'il rachète par exemple de Philips ou d'un autre concurrent. Donc il faut qu'il change complètement d'appareil, ça veut dire qu'il faudra qu'il paye, ça va être des formations, qu'il faudra qu'il se réadapte comment utiliser ces machines, ça va être des validations de remboursement, est-ce que ça va être remboursé ou non. Tout cela va faire qu'il va avoir un faible chance, ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui passent de ResMed à une autre entreprise, un autre appareil pour les maladies pulmonaires ou apnée du sommeil. Un des risques qui a été le plus évoqué, c'était dans le fond, une fois que les personnes qui vont être atteintes d'obésité, car honnêtement, c'est vraiment ceux qui sont le plus à risque d'avoir de l'apnée de sommeil, quoique l'impact, la maladie pulmonaire chronique n'est pas vraiment en lien avec l'obésité, pas que ça. Donc ça, c'était un des risques qui a été le plus évoqué. Ça veut dire que les personnes qui vont prendre maintenant le Ozempic et le Wegovy, vu qu'ils vont avoir une perte de poids, donc ils vont avoir moins d'apnée du sommeil, donc ils vont utiliser moins de ces appareils. Écoutez, ResMed a fait une étude qu'elle a vu que ici, dans la fait qu'on peut voir ici, ici en premier, ça va être les personnes qui n'utilisent pas le GLP-1 comparativement aux personnes qui utilisent le GLP-1. Si ça va, exemple, Wegovy ou Ozempic, peu importe lequel des médicaments qui va agir sur la perte de gras. Donc, on voit que déjà au premier vue, on voit qu'il y a plus de personnes qui utilisent ces machines-là, car ils disent notamment que vu qu'ils commencent à prendre soin de leur santé, donc ils vont être plus diagnostiqués plus tôt. Donc les médecins vont souvent suggérer d'utiliser ces appareils-là pour leur santé. Par la suite, 1 an après, on voit qu'il y a plus de personnes qui sont sous ces médicaments, le GLP-1, dans le fond, qui utilisent encore ces appareils-là. Après 2 ans, même chose. On voit que ça ne représente vraiment pas un risque, mais ça va être vraiment quelque chose qui va être utilisé en synergie pour leur santé. Ici, ils disent que le GLP-1 ne va pas remplacer les CPAP, mais il augmente le nombre de patients engagés dans le parcours de soins. Donc ça, c'était un des risques qui était le plus évoqué. Et on voit que ResMed a répondu avec une étude qui a été réalisée à ce sujet. Et on voit que, au contraire, ça vraiment aide la croissance des ventes de leur appareil. Et maintenant, on va voir à quel prix, par exemple, on va acheter cette entreprise. Historiquement, l'entreprise elle a eu quand même une très belle croissance au niveau des bénéfices nets par action. Ici, on voit qu'il y a une très belle croissance d'environ 15% sur les 10 dernières années et quand même eu une belle croissance de 19% annuellement au niveau des bénéfices nets par action. Donc, moi, j'étais vraiment ici, sur le bénéfice net par action, j'étais quand même très conservateur. J'ai mis une croissance de 11% et un PE de 25. Qu'on pourrait regarder ici, historiquement, il serait plus autour des 30. Ils sont très rarement à ces valorisations-là, soit moins de 30. Et par exemple, en ce moment, il est à 25. Donc, j'ai mis d'ici 5 ans, il va y avoir une valorisation, un PE à 25. Donc, ce qui me ferait un prix d'achat de 233. Et présentement, elle est cotée à 244, ce qui va présenter une baisse d'environ 4% pour arriver au prix juste. Honnêtement, c'est vraiment insignifiant. C'est comme négligeable comme différence au niveau du prix. Donc, je vais mettre une position sur cette entreprise. Par la suite, on va voir la deuxième action, Mastercard. Dans le fond, Mastercard, je pense vraiment pas que c'est une entreprise qui a besoin d'être présentée. Dans le fond, on a soit Mastercard ou Visa, mais depuis quelques temps maintenant, je préfère beaucoup plus Mastercard à Visa. Dans le fond, Mastercard va gagner de l'argent grâce à plusieurs flux. Premièrement, ça va être les frais de service, ça va être proportionnel au volume des paiements traités par Mastercard. Ici, ça va vraiment ressembler
au modèle économique de Visa. Par la suite, elle va avoir également des frais de traitement, ces transactions, processing fees en anglais. À chaque autorisation, switching et querying, Mastercard va facturer les banques. Ensuite, les revenus transfrontaliers, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher, ce qui va vraiment avoir très lucratif dans le fond pour Mastercard, car ça coûte cher, ça va être vraiment des frais très élevés. Mais le plus important, ça va être vraiment le quatrième, ça va être les services à valeur ajoutée, ça va être les data, les cybersécurité et l'intelligence artificielle. Cette partie croît beaucoup plus vite que ce que je nommais un peu plus tôt, car voilà, la cybersécurité, l'authentification, données analytiques, ça va être vraiment la prévention contre la fraude, la tokenisation pour les crypto-monnaies et l'open banking. Donc maintenant, pourquoi j'ai choisi Mastercard au détriment de Visa? Dans le fond, premièrement, elle va avoir un effet réseau qui va être mondial. C'est dans le fond, chacun de nous, soit il a une Visa ou une Mastercard. C'est vraiment les deux plus gros mastodontes. Dans le fond, ça va être vraiment quasi un duopole pour ces entreprises-là. Doit avoir des millions de commerçants et des milliers de banques qui vont être interconnectés, qui utilisent ça. Là, ça va être vraiment des barrières à l'entrée énormes. Demain matin, qu'un nouveau concurrent va arriver à faire ce que Mastercard fait. Donc ça va faire partie d'un de ses avantages concurrentiels. Dans le fond, par la suite, on va voir le positionnement technologique. Mastercard est un mode technologique qui va être très solide, car elle est en avance sur son concurrent Visa. Elle a fait des acquisitions vraiment très stratégiques qui vont aller sur quelque chose que Visa n'a pas pu avoir. Dans le fond, ça va être jouer sur la cybersécurité, la fraude numérique, l'open banking, la sécurité des crypto-monnaies et l'authentification biométrique. Ça, c'est vraiment l'avantage qu'elle a Mastercard sur Visa. Et c'est vraiment le plus important. C'est là où également elle a une plus grosse croissance des revenus. Donc ici, on voit que c'est les payment networks. Ça, c'est vraiment ce qui était historique. Par la suite, c'est le value added service. Et ça va être la même chose, les services à valeur ajoutée. Dans le fond, ici, on voit que sur les dernières années, quand même une plus grosse croissance que sur les paiements historiques. Dans le fond, une croissance de 18-17%. C'est ça qui va tirer la croissance future de Mastercard comparativement à celle de Visa, que je trouve qui est beaucoup plus mature. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi Mastercard à la place de Visa. Et maintenant, la question la plus importante est combien acheter cette entreprise? Bon, ici, j'ai été vraiment quand même également très prudent sur la croissance puis le PE que j'aurais mis pour ces entreprises-là. On va aller regarder ça. Donc, pour la croissance des bénéfices net par action, sur les 10 dernières années, on voit qu'il y a une croissance de 17%. Et sur les 5 dernières années, on voit qu'il a eu une croissance, une accélération de la croissance des bénéfices nets par action à 21%. Donc ici, comme on peut voir, j'ai mis 13%. C'est vraiment très bas comparativement à ce qu'elle a eu historiquement. Mais bon, je préfère être prudent, être bien surpris positivement que de mettre une croissance mettons, à 15-17%. Et après, ça va être... on n'aura pas cette croissance mettons, à 12-13%. Là, à ce moment-là, j'aurais payé trop cher l'entreprise. Donc, c'est pour cela que je préfère mettre des croissances qui vont être beaucoup plus prudentes, beaucoup plus pessimistes, si on peut dire, que de mettre des croissances beaucoup plus élevées. Par la suite, le PE, j'ai mis une PE ici de 37, je pense quand même qui serait correct pour cette entreprise. On voit que historiquement, elle baisse vraiment pas en bas de cette valorisation. C'est vraiment à quelques reprises, c'est très très rare. On va me retourner sur le passé. C'est vraiment très rare. Ici, c'est 2022. C'est aussi ce qu'on a eu comme le petit crack à cause des taux d'intérêt. Ensuite, ici, ça va être à 26 ou ce que c'était le COVID. Pas besoin de rappeler ce qui s'est passé. Et donc, c'est vraiment ce qu'elle y va, c'est vraiment à 35. Donc, c'est pour cela que j'ai mis une valorisation de PE à 35.
et ce qui me donnerait un prix juste d'achat à 572$. Présentement, elle est autour, je pense, de 563, donc j'ai comme une petite marge de sécurité. Et donc, c'est pour cela que j'ai l'acheter très bientôt, soit à l'ouverture lundi ou mardi. Je ne sais pas, mais ça va être vraiment acheté ce mois-ci. On arrive pour la troisième action que j'imagine que tout le monde connaît. Ça va être Adobe. Ça, c'est vraiment, on a entendu de tout et de rien pour cette entreprise. Adobe, je l'ai acheté quand même, ça fait un moment maintenant. Elle n'arrête pas de baisser. Depuis maintenant, ça fait plus qu'un an, depuis janvier 2024, dans le fond, elle a perdu, comme, je pense, 50% de sa valorisation, quasiment 47%. Et elle même est allée beaucoup plus bas à certains moments ici, elle est allée même jusqu'à 50%. Et présentement, elle est à 47 de moins que son plus haut historique. Donc, est-ce que c'est un value trap ou non? Je n'ai aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment peu valorisée en ce moment. Elle est autour des 19 de PE, si je ne me trompe pas. Donc, on va quand même la regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, ici, elle a deux segments. Ça va être le premier, c'est le Digital Media segment. Ça, c'est vraiment beaucoup plus pour monsieur, madame, tout le monde. Ça va être le cloud créatif avec Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Sinon, le document cloud, ça va être les Adobe Acrobat, Adobe Sign, c'est la signature électronique, ou également les PDF services. Et le Digital Experience segment. Ça va être beaucoup plus pour les entreprises. Donc, ça va être ici, c'est sous-segment Adobe Experience Cloud, Adobe Real-Time ADP et Adobe Target, Adobe Campaign. Honnêtement, moi, je n'ai jamais utilisé ces produits-là, mais ici, oui. Donc, ici, c'est pas vraiment très spécifique à des créateurs et tout. Mais ce qui est important, c'est que tout récemment, ils ont intégré les liens à ces deux segments. Donc, c'est ce qui était reproché à un moment donné où ce que l'intelligence artificielle va prendre le relais et va remplacer le business de Adobe. Donc, ce qu'elle a fait, c'est vraiment utiliser l'intelligence générative avec des outils comme le Firefly et des intégrations IA dans son expérience cloud. C'est constitué un levier de monétisation important pour Adobe. Et au dernier trimestre, ils ont démontré que cette adoption d'Acrobat EA Assistance et de Express, ça représente un plus de 25% de croissance des utilisateurs actifs mensuels. Donc, Acrobat EA Assistance, ça va être 3 fois plus utilisé que le trimestre précédent. Et le Express dans Acrobat, ça va être 11 fois plus utilisé qu'en Q2 2024. Ça, c'est bien évidemment des informations que je suis allé tirer directement, mot pour mot. Bien évidemment, je les ai traduits en français, mais sinon, ça va être du mot pour mot de ce qui est présent sur les rapports financiers du dernier trimestre de Adobe. Puis également, ça va être une adoption massive dans les entreprises, plus de 35 000 nouvelles entreprises, dont 8 000 pour Express, ça va être Microsoft, NFL, Première Ligue, et ça va avoir des revenus d'abonnement de plus 15% d'une année sur l'autre. Donc, voir ici que l'intelligence artificielle qui a été mise pour les deux segments a été un succès pour Adobe. Donc, en quoi cette intégration de l'intelligence artificielle dans ces produits est stratégique pour Adobe? Ça va rendre ces produits beaucoup plus collants. Ici, collant, ça veut dire ça va garder les clients. Ça va être difficile de quitter Adobe quand tu dépends de son intelligence artificielle. Également, ça va permettre d'augmenter le revenu moyen par utilisateur. Ça va être plus des fonctionnalités. Ça va être du upsell dans le fond. Tu viens pour chercher un seul produit et eux, ils vont te vendre d'autres logiciels
Également, ça va répondre à la concurrence de Canva, Figma, avec des outils plus intelligents et complets. Donc, c'est ça. Ça, c'est les deux concurrents que, bon, Figma, elle a essayé de la racheter, mais ça n'a pas fonctionné à un moment donné. Et donc, ça, ces concurrences, ça représente quand même une menace pour Adobe. Mais honnêtement, elle a tellement un plus gros avantage concurrentiel qu'on va voir maintenant. Donc, pourquoi Adobe? Ça va être le coût de changement qui va être très élevé. C'est le pilier central de cette entreprise. Une fois qu'une entreprise ou un créatif a adopté la suite Adobe, en sortir devient vraiment très extrêmement coûteux et complexe de le faire. Donc, c'est pour cela que la plupart des personnes décident de rester. De toute façon, ils ont accès à beaucoup de coûts de logiciels, surtout qu'ils vont intégrer l'intelligence artificielle. C'est pas vraiment des logiciels qui sont pas bons ou quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'ils vont préférer rester au lieu de quitter, payer pour aller essayer quelque chose comme Figma ou Canva, que finalement ils vont retrouver que c'était beaucoup mieux avec Adobe, donc ça va coûter beaucoup trop cher tout déplacer, et donc c'est pour cela qu'ils préfèrent rester. Donc effet de réseau ici, c'est pas nécessairement la même chose que l'effet réseau de Meta ou Alphabet. Ici, ça va être Adobe va bénéficier d'un cercle vertueux entre les offres et la demande de talents, car dans le fond, pour le recrutement, les agences vont demander des experts pour Adobe, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des personnes qui vont être spécialisées dans Adobe, parce que c'est le logiciel que cette entreprise elle va posséder, et les étudiants vont apprendre Adobe parce que c'est ce que les agences vont demander pour être recrutés. Donc c'est vraiment un cercle vertueux pour Adobe. Par la suite, la communauté et les ressources et le marché est inondé de plugins, de tutoriels et de banques d'images optimisées spécifiquement pour l'écosystème créatif de cloud. Ça va faire comme un effet de réseau pour l'entreprise. Et le dernier avantage concurrentiel, ça va être l'écosystème intégré, ça va être le lock-in ici. Adobe ne vend plus seulement juste un logiciel de dessin, mais une plateforme complète. Ça va être le Creative Cloud, Document Cloud et le Experience Cloud. Ça va être la synchronisation entre la création d'une image, sa gestion dans un PDF et l'analyse de sa performance marketing, créer une dépendance structurelle qui va garder la personne au sein de Adobe au lieu d'aller utiliser d'autres logiciels. Ici, elle va offrir, c'est très complet comme plateforme, donc ils vont rester chez Adobe. Maintenant, à quel prix acheter cette entreprise? Ici, comme vous pouvez voir encore, j'ai mis quand même une croissance très prudente de 10%, mais honnêtement, je pense qu'elle va avoir une plus grosse croissance pour les 5 prochaines années. Encore une fois, je préfère mettre une croissance beaucoup plus pessimiste ou beaucoup plus prudente pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour cela, on va juste aller regarder sur les 10 dernières années. Honnêtement, c'est une croissance phénoménale de 29% par année sur les 10 dernières années. Et depuis les 5 dernières années, on voit que c'est une croissance un petit peu plus faible de 9%, mais elle a eu quand même la croissance sur les 3 dernières années. Ça a été vraiment beaucoup plus impacté sur ici en 2021, mais par la suite, la croissance, elle a repris. Donc, grosso modo, c'est pour cela que j'ai pris quelque chose qui va être beaucoup plus proche de 10, comme vous pouvez voir ici sur les 4 dernières années. Croissance de 13% sur 3 dernières années, ça va être de 18%. C'est juste en 2020, depuis 2020, croissance un petit peu plus faible. C'était vraiment l'année 2021 qui a été problématique ici. Sinon, dans le passé, elle a vraiment une très belle croissance de ses bénéfices nets par exemple. Mais donc, j'ai pris quand même quelque chose de beaucoup plus prudent. Donc, un 10% de croissance, je pense que ça serait très bien comme dans projection. Même que c'est un petit peu sous-estimé à mon avis. Je pense qu'elle va avoir une croissance d'au moins 12-13% annuellement pour les 5 prochaines années, tout avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Ça va vraiment augmenter ses bénéfices nets par action. Par la suite, on va regarder à combien je pense que le PE va être d'ici 5 ans. On voit que si on regarde historiquement, son PE était vraiment très élevé. C'était juste même 47-50
de PE ici à 55 et présentement il est à 19. Je trouve que c'est vraiment bas. Fait que moi j'ai pris un PE de 23 qui serait beaucoup plus acceptable, honnêtement. Ce serait ici par exemple en avril, mars 2025, avril 2025 ici, parce qu'elle avait un PE à 23, donc je me suis dit peut-être dans 5 ans, une PE de 23 serait vraiment pas quelque chose de dramatique. Et ce qui nous donnerait un prix juste d'achat autour de 351 $. Et sachant que présentement, l'action est à 333, donc ça nous donne quand même une belle marge de sécurité. Bien évidemment, ça c'est un prix que je détiens déjà et je pense renforcer cette action pour augmenter mon exposition dans cette entreprise. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.